Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Sandra Moati, rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer le premier débat de ces rencontres sur le thème de la France dans la mondialisation. Alors, finalement, quand on a choisi ce thème, on l'a fait comme ça en pensant évoquer un terme voilà, général. Et puis, il se trouve il acquiert ces derniers mois, ces dernières semaines, une actualité extrêmement aiguë. Vous avez sans doute remarqué que la perception de la mondialisation a très nettement changé depuis quelques années, et notamment au sein de la communauté des économistes. Il y a encore quelques temps, la perception générale, c'était au fond que l'internationalisation croissante de la production, du commerce, des activités financières était une très bonne chose. Et cette perception est en train d'évoluer avec un nombre croissant d'études qui soulignent que finalement le bilan économique et social de cette mondialisation est plus mitigé que ce qu'on pouvait affirmer il y a quelques années. Au point que dans le débat économique, mais aussi politique, apparaissent de nouveaux thèmes, comme celui récemment apparu pendant la campagne présidentielle, et en particulier pendant les primaires socialistes, de démondialisation. Alors le terme est flou, mais à la décharge de ses utilisateurs, celui de mondialisation est tout aussi flou. Au fond, quand on parle de France dans la mondialisation, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Bon, on parle de l'insertion de la France dans un ensemble de flux de capitaux, de flux de marchandises, de flux de personnes, de flux d'idées. Et c'est vraisemblablement dans le domaine des flux de capitaux que cette mondialisation est la plus avancée. Pour la France, 2 chiffres simplement. La dette publique de la France est détenue entre 50 et 60%, à hauteur de 50 à 60% par des investisseurs non résidents, c'est-à-dire par des investisseurs qui ne sont pas français, étrangers. De la même manière, environ 50% des titres de la bourse de Paris sont détenus aussi par des investisseurs étrangers. La mondialisation en termes de marchandises, de biens, est déjà moins avancée et finalement sans doute peut-être moindre que ce qu'on peut imaginer par le poids parfois de ce thème dans les débats. Mais enfin, malgré tout, c'est environ le quart de sa production, un peu plus du quart de sa production que la France exporte chaque année et une proportion un petit peu plus importante qu'elle importe. En termes d'investissement, la part est encore un peu plus réduite. C'est 17% à peu près, c'est très fluctuant selon les années, mais entre 10 et 20% des investissements de la France qui viennent d'investisseurs étrangers. Et au fond, c'est du côté des hommes que cette mondialisation est la plus modeste, avec, pour ne citer qu'un seul chiffre, un peu plus de 8% de la population française qui est née hors de France, qui est immigrée. Alors pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui suscite ce basculement d'évaluation sur la mondialisation? C'est là qu'on croise un autre terme très présent dans le débat, qui est celui de la désindustrialisation. Je crois que c'est vraiment ça qui réveille les inquiétudes. Et de fait, la situation de la France, de ce point de vue-là, est extrêmement préoccupante. En 4 ans, sur les 4 dernières années, la France a perdu 270 000 emplois industriels, c'est à peu près 8% de ses effectifs. Et dans les 8 années qui avaient précédé ça, elle en avait déjà perdu 450 000. Donc c'est une véritable hémorragie d'emplois industriels. En termes même de valeur ajoutée, de part de la valeur ajoutée de l'industrie dans le total de la valeur ajoutée, la France est à un niveau extrêmement bas, 2 fois plus bas que l'Allemagne, et à peu près équivalent à celui de la Grèce aujourd'hui. Et dernier indicateur de ces difficultés, disons, qui revient très très régulièrement aussi dans l'actualité, le déficit de ces échanges. Le déficit de les échanges extérieurs de la France étaient équilibrés il y a encore 12 ans, 10 ans, en 2001. Et depuis, ce déficit n'a cessé de se creuser. Il atteint cette année, l'année dernière, 73 milliards de dollars. Et là-dessus, 42 milliards sont imputables aux échanges de biens manufacturés. Et une part évidemment très substantielle aussi est imputable aux échanges de matières premières et d'énergie. Alors,
quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ces chiffres un peu alarmants? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un plateau tout à fait exceptionnel, avec quatre économistes qui sont à la fois extrêmement pointus dans leur domaine et qui ont tous comme point commun d'être aussi d'excellents et d'extraordinaires pédagogues. Donc tout de suite à ma gauche, Roger Guenry. Alors je pense que je n'ai pas besoin de présenter Roger Guenry aux professeurs de sciences économiques et sociales qui sont dans cette salle, puisqu'ils le connaissent sans doute pour avoir rédigé un rapport sur l'enseignement de SES il y a quelques années. Et donc pour les autres, sachez que Roger Guenry est professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de théorie économique et d'organisation sociale, qui est directeur d'études à l'EHESS et qu'il est président du conseil d'administration de l'École d'économie de Paris. Il a publié de très nombreux ouvrages. Je n'en citerai qu'un, le plus récent, un livre paru il y a 1 mois, 2 mois à peine, avec Nicolas Stern, qui avait beaucoup fait parler de lui par un rapport sur l'impact du changement climatique, avec qui donc il publie un livre qui s'intitule « 2 économistes face au changement climatique ». Cette question du changement climatique étant de plus en plus au cœur de vos travaux ces dernières années. Alors, à côté de vous, Jean-Luc Gréau. Alors, Jean-Luc Gréau est un économiste tout à fait hors norme, inclassable. Ancien expert du MEDEF, où il a fait la plus grande partie de sa carrière. On s'attendrait à le voir défendre des positions très mainstream, mais c'est finalement peut-être un des économistes les plus critiques et les plus hétérodoxes à cette table. Il a publié au moins trois livres qui ont fait date ces dernières années. Son analyse très critique de la financiarisation du capitalisme apparaissait déjà dans un livre de 98, le capitalisme malade de la finance. En 2005, il a publié un livre qui a fait grand bruit qui s'intitulait La trahison des économistes, ou 2008, pardon. D'accord. Ou, disons, dans La trahison des économistes, vous remettiez en cause justement cette thèse déjà de la mondialisation heureuse. Et la semaine dernière est sorti votre dernier livre, La Grande Récession, donc, qui est une sorte, je crois, de journal, de chronique de la crise. À côté de vous, Daniel Cohen, que vous connaissez bien, Roger Guenry, puisque vous êtes aussi, vous appartenez vous aussi à l'École d'économie de Paris en qualité de vice-président, et vous en avez été un des membres fondateurs. Vous enseignez l'économie à l'École normale supérieure à Paris 1, vous êtes directeur du CEPREMAP, et vous aussi avez publié de nombreux livres dont on ne peut que recommander la lecture, tant ils sont éclairants et par ailleurs d'une écriture extrêmement plaisante, ce qui n'est pas le cas de tous les économistes, donc ça mérite d'être salué. Le dernier, Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux, qui est une réflexion assez sombre au fond et peut-être autant anthropologique qu'économique sur nos sociétés. Sur le thème de la mondialisation, vous avez publié par le passé plusieurs livres, notamment en 2004, La mondialisation et ses ennemis, et en 2006, un petit livre court et lumineux dans lequel vous abordez des thèses que je pense vous redévelopperez et actualiserez pour nous aujourd'hui. Donc ce petit livre s'intitulait « 3 leçons sur la société post-industrielle ». Et enfin, à côté de vous, Pierre-Noël Giraud. Alors, Pierre-Noël Giraud, vous êtes professeur d'économie à Mines ParisTech, et vous allez penser que je fais de la flagornerie, mais vous aussi avez publié des livres dont on ne peut que recommander la lecture. Sur la mondialisation, vous rééditez ces jours-ci, sort la réédition d'un ouvrage de 2008, La mondialisation, émergence et fragmentation. Auparavant, je signalerais peut-être
un livre, je pense, qui a, dans le domaine de la mondialisation peut-être financière, ou en tous les cas pour la compréhension des mécanismes de la finance, Le commerce des promesses, que vous avez réédité en 2009 avec une postface sur la crise. Alors, messieurs, après cette trop longue introduction, j'aimerais vous entendre réagir à ce tableau que j'ai brossé pour essayer d'avoir vos perceptions sur ce qu'il en est au fond de la situation de la France dans la mondialisation. Est-ce que effectivement cette désindustrialisation est le symptôme que les choses sont en train de changer et que la mondialisation a cessé de bénéficier à la France? Si c'est le cas, comment réagir? Est-ce qu'il faut s'adapter, comme les débats récents sur la compétitivité, le choc de compétitivité, le pacte de compétitivité nous y invitent? Ou est-ce qu'il faut au contraire s'en protéger? Ou est-ce qu'il faut faire les deux? Faut-il revoir les règles du jeu international? Et à ce moment-là, dans quel cadre faudrait-il le faire? Voilà, c'est sur toutes ces questions que nous aimerions vous entendre. Et je cède tout de suite la parole à Roger Guenry. Mais la parole, mais non le micro. Merci de cette invitation. J'ai d'autant plus de plaisir à parler ici que il y a déjà assez longtemps, j'ai été élève au lycée de Rennes, à l'époque où il était avenue Janvier, au lycée Chateaubriand. Donc j'ai toujours un certain plaisir à revenir ici. C'est une ville par ailleurs où j'ai des attaches, ou au moins dans la périphérie. Alors la question qui nous est posée est assez vaste. Moi je vais essayer de recommencer par réfléchir sur l'idée de mondialisation. Alors la mondialisation, ça nous ramène très loin en arrière. Vous m'entendez comme ça? Oui, ça va bien. Ça nous ramène très loin en arrière. D'abord, la découverte de l'Amérique, 1492, Christophe Colomb. C'est peu à peu, l'homme occidental prend conscience de la dimension du monde. Ça, c'est l'époque des découvertes. Après, il y a Vasco de Gama, et avec Vasco de Gama, on va passer de l'époque des découvertes à l'époque du commerce. C'est-à-dire que va se développer dans l'ensemble du monde, il y aura des échanges entre toutes les parties du monde sur un certain nombre de produits. Alors, est-ce que c'est une mondialisation? Non, enfin, en un certain sens, oui, mais on a tendance à parler de la première mondialisation pour faire allusion à ce qui s'est passé entre 1820 et 1910, pour faire bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan de cette première mondialisation? Il y a d'abord un abaissement considérable des coûts de transport qui est lié, alors entre 1820 et 1860, à la multiplication des canaux, au développement de la marine à vapeur, et puis après 1860, au maintien d'un progrès technique assez élevé en matière de transport maritime, parce que les bateaux réfrigérés apparaîtront en 1876. Le premier viendra d'Argentine en France, je crois que c'est en 1876, et apportera de la viande congelée. Il y a multiplication, évidemment, une explosion des infrastructures ferroviaires qui vont passer de 1000 km en 1800, à la fin des années 50, à 40 000 en France et en Allemagne, si mes souvenirs sont exacts, vers 1890. Alors, qu'est-ce que ça a créé? C'est évident. Je vais quand même remettre mes lunettes. Et approcher mon micro, voilà. Eh bien, évidemment, ça a créé une amélioration considérable de l'accessibilité de beaucoup d'endroits pour les produits ailleurs, pour les marchandises qui sont produites ailleurs. Alors, accessibilité accrue à l'intérieur des nations, les différences régionales sont mises à diminuer beaucoup, et entre les nations. Alors évidemment, ça c'est un phénomène évidemment qui n'est pas identique à travers le monde. C'est pas la même chose au centre de l'Amérique latine, du côté du centre du Mexique, etc., ou par exemple en Uruguay ou à l'Argentine. Mais c'est un phénomène mondial, et mondialisation accentuée par le fait qu'on a percé le canal de Suez.
puis le canal de Panama, donc après 1860, 1869 pour le canal de Suez, si mes souvenirs sont exacts. Alors qu'est-ce qu'a créé? Ça, c'est le premier déterminant de la mondialisation, progrès considérable des transports. Mais il y a un deuxième déterminant, c'est l'abaissement des barrières douanières. C'est-à-dire qu'il y a tous les tarifs douaniers, il y a eu un mouvement vers le libre-échange. Ce mouvement a été initié par l'Angleterre, par la Grande-Bretagne. Et il est associé à l'abrogation des lois sur les céréales, les Corn Laws, en 1846. Mais il a été poursuivi, ça s'est généralisé. Il y a eu toute une série d'accords de libre-échange qui ont été mis en place en Europe, en particulier en France avec le traité. Il y a eu un traité entre la France et l'Angleterre, le traité Cobden-Chevalier. Et donc ça s'est étendu à la fois de façon volontaire et de façon imposée. Par exemple, ce libre-échange a été imposé à l'Inde. Il a été imposé aussi à la Chine après, avec une méthode politique de la canonnière, à une partie de l'Asie du Sud-Est. Alors, quelles ont été les conséquences de cet abaissement des tarifs douaniers, d'une part, de cette réduction des coûts de transport, d'autre part? Eh bien, c'est que les différentiels de prix, et ça concerne en particulier ce qu'on appelle les produits primaires. Les produits primaires, c'est à la fois les matières premières, les produits agricoles, mais aussi les produits manufacturés. Les différentiels de prix se sont réduits considérablement pendant la période. Par exemple, vers 1900, le prix du blé à Odessa ou à Londres était à peu près le même, alors que 40 ans avant, il devait être supérieur de 40%. Il y avait un différentiel de 40%. Donc, ça, c'est du point de vue économique, ça, c'est ce qui apparaît de façon plus nette. Une convergence des prix des biens. Alors, je dis malgré tout, ce sont les apparences. C'est du moins ce qu'ont plaidé deux économistes scandinaves au début du XXe siècle, qui s'appellent Heckscher et Ohlin, qui se sont mis à réfléchir sur cette question. Et ils ont dit, ça c'est les apparences. Ce qu'il y a derrière les apparences, c'est autre chose. Ce qu'on échange, c'est pas de la laine anglaise contre du blé australien. Ça, c'est les apparences. Ce qu'on échange, c'est le travail anglais contre la terre australienne. C'est-à-dire que l'effet de cette modification des prix des biens finaux, l'effet indirect, c'est la modification des prix des facteurs qui, eux, en principe, sont immobiles. Évidemment, la terre, c'est immobile. À l'époque, le capital était immobile. Et le travail n'était pas complètement immobile, parce qu'il y a eu une période de forte migration, mais il était quand même partiellement immobile. Donc, et naturellement, ça a eu des effets considérables. Par exemple, si vous regardez sur la période, la rente foncière en Australie, qui est un pays de terre abondante, la rente foncière réelle, c'est-à-dire quand on divise par un indicateur, un indice de prix bien choisi, elle a été multipliée par 5. Donc ça a été très favorable à l'agriculture australienne. Et dans la même période, cette rente foncière réelle a été divisée par 2 en Angleterre. Donc ça a été assez mauvais pour les propriétaires fonciers en particulier, et pour l'agriculture anglaise en général. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc voilà un petit peu le cas de la mondialisation, ce qu'elle a donné, etc. Alors je crois qu'il y a 3 choses qu'on peut en tenir. Premièrement, c'est associé à ce que je viens de dire sur la rémunération des facteurs. Il y a eu des bouleversements considérables dans la répartition interne des revenus de la plupart des pays participants. Et la plupart des pays participants, c'est la plupart des pays du monde. Et cette modification interne de la distribution des revenus a été très différente selon les pays. En Australie, elle a favorisé l'agriculture, les propriétaires fonciers, les ouvriers agricoles, etc. En Angleterre, en Europe, elle a plutôt favorisé dans la partie de l'Europe dans laquelle il y a eu un progrès technique important, elle a favorisé l'industrie manufacturière. Le travail, etc. Et ceci se renverse selon les pays. Si vous allez en Chine, vous trouvez l'inverse. Et si il y a des choses extrêmement variables selon les pays considérés. Et en particulier, il y a des effets
très différents selon qu'on était des pays dont la terre était abondante, un des facteurs primaires, ou la terre était rare. Des pays dans lesquels l'industrie était très bien placée, productive, et celle où elle l'était relativement moins. Comme vous le savez, l'industrie indienne, les textiles indiens s'est effondré pendant la période. Donc, vous voyez, ça c'est le premier aspect. Et à ce premier aspect sont associées toute une série de tensions politiques. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette mondialisation, j'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure, il y avait des gagnants et des perdants, c'est clair. Deuxièmement, des effets sur la croissance très variés. Alors, ces effets sur la croissance sont largement positifs dans le cœur. Le cœur, c'est ce que deux auteurs que j'aime bien, qui s'appellent Williamson et O'Rourke, appellent l'économie atlantique, dont ils ont fait l'histoire sur le 19e siècle. Le cœur, c'est les pays de l'OCDE aujourd'hui, d'une certaine manière, donc c'est globalement positif, avec un effet maximal pour la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne était à l'initiative de ce mouvement de libre-échange, et elle en a beaucoup profité parce qu'elle avait une industrie qui était en avance sur celle des autres. Et elle a transféré beaucoup de ressources, de main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie d'une façon extrêmement intéressante pour elle. Et en particulier parce que ceci aussi a stimulé le progrès technique dans le secteur manufacturier. Vous allez nous dire les leçons que vous en tirez pour aujourd'hui? Pardon? Vous allez nous dire les leçons que vous en tirez pour aujourd'hui? Oui, je vais dire en quoi ça ressemble et en quoi ça ne ressemble pas. Alors maintenant, il y a eu sur la croissance, donc effet positif sur le cœur, éventuellement très important, effet faible sur la périphérie, avec beaucoup d'exemples de maintien d'une croissance extrêmement faible. Alors c'est peut-être le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Mais alors les effets sur la périphérie sont très variables. Si vous prenez par exemple l'Argentine, il y a des effets très favorables parce que l'Argentine est un grand pays agricole qui en a profité pour exporter ses produits, hein, très positif pour l'Australie, assez catastrophique pour une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Troisièmement, toujours dans les effets, et je viendrai à la comparaison avec notre mondialisation, lorsque vous me direz combien de temps il me reste, mais... Alors, troisième chose, quelle est la perception des acteurs? Alors, il y a une forte sensibilité des acteurs sociaux, des acteurs économiques et sociaux. Tension politique forte, hein, avec trois grands groupes, le secteur agricole et les propriétaires fonciers. Mais dire que le secteur agricole, c'est les propriétaires fonciers, c'est tout à fait erroné, puisque c'est aussi les ouvriers agricoles qui ne sont pas immédiatement transférables dans le secteur industriel. Hein. Il y a le secteur de l'industrie, hein, les entreprises, et puis il y a le mouvement ouvrier. Alors le mouvement ouvrier s'est divisé selon les pays, il a été pro ou contre mondialisation, selon que les avantages de produits agricoles meilleur marché l'emportaient sur les inconvénients éventuels dans d'autres directions. Deuxièmement, alors ça c'est pour les acteurs. Alors, naturellement, ça a créé des effets politiques. Et en particulier, s'est levé dans une partie des pays du cœur une résistance politique au libre-échange à partir des années 1870-1880. Et la France et l'Allemagne sont revenus à la protection, au protectionnisme vers les années 1880, avec des coalitions différentes dans les deux cas. Mais l'idée d'un pays agricole comme la France, c'était évidemment l'idée qu'il y avait l'invasion des grains et qu'il fallait remplacer l'océan naturel par l'océan artificiel des tarifs douaniers. Ça, donc ce n'est pas un mouvement irréversible. Pardon? Donc ce n'est pas un mouvement irréversible. Ce n'est pas un mouvement irréversible. Non, je vais y revenir. Ce qu'on a observé n'est pas du tout irréversible. C'est un mouvement qui, comme je vais le dire, j'anticipe un peu tout à l'heure, c'est un mouvement qui fait des gagnants et des perdants. Alors, est-ce que c'est des gagnants, des perdants absolus, des perdants relatifs? Ça peut se discuter. Et dans les démocraties, quand les perdants sont majoritaires, il se passe des choses en général. C'est ce qui s'est passé, par exemple, je crois que c'est la meilleure explication, ce qui s'est passé en France avec les lois Méline. Alors, deuxième point, ce que sont les acteurs, je pense qu'il y a une forte cécité des intellectuels et des économistes sur ce qui se passait. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Alors, en France, par exemple, vous avez un lobby libre-échangiste qui est composé de gens dont je ne dirais pas de mal, puisqu'il y a Jean-Baptiste Say, Chevalier, qui furent professeurs dans l'établissement où je suis aujourd'hui, ses disciples.
Mais grosso modo, l'argumentaire, qui est l'argumentaire libéral, le plus de marché est meilleur, est relativement peu sophistiqué, hein, je dirais presque indigent. Alors Basquiat a des choses très brillantes là-dessus, mais qui ne sont absolument pas convaincantes, etc. Et les grands économistes de cette époque n'ont rien dit sur le mouvement. Il aura fallu attendre 1920, c'est-à-dire presque 15 ans après que ce soit terminé, pour qu'on ait des analyses, celle de Heckscher-Ohlin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui semble expliquer ce qu'on venait de vivre. Combien ? 2 minutes, je suis à la moitié, c'est très bien ça. Alors, donc la mondialisation en cours, d'abord, elle repose sur des ingrédients quelque peu similaires, hein, mais d'importance inversée. Hein. Ce qui a été le plus important, c'est la réduction des droits de douane, initiée par le GATT, hein, auquel a succédé l'OMC. Et il y a eu un progrès des transports continu, mais qui n'a pas été particulièrement accéléré dans les 50 dernières années. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en dit ? Il y a 2 discours polaires. Hein. Il y a la mondialisation heureuse. Hein, donc ça, c'est la litanie habituelle. Plus l'espace du marché est grand, mieux c'est, etc. Et puis il y a la mondialisation cauchemar, qui tient un discours symétrique. Plus de marché, c'est nécessairement moins bien. Alors en fait, la vérité, évidemment, comme d'habitude, est entre les deux. La question est de savoir exactement où entre les deux. Je ne pourrais pas aller très bien loin. Donc premier point que je voulais dire, la mondialisation est globalement favorable. C'est ce que suggèrent l'histoire et la théorie économique. Hein. L'une et l'autre soulignent qu'elle fait des gagnants et des perdants. La théorie économique, celle que je connais en tout cas, suggère que les gagnants pourraient compenser les perdants. Mais ce n'est pas nécessairement très réaliste. Hein. Il se pourrait qu'elle ne dit pas, il se pourrait que la manière de le faire, c'est que les gagnants chinois compensent les perdants français, ce qui est relativement peu vraisemblable. Alors, un des effets favorables de la mondialisation, c'est que probablement il accélère le progrès technique général. Puisqu'il élargit l'espace du marché, c'est un point comme ça. Donc ça, c'est le premier point sur la croissance. Deuxièmement, sur les effets distributifs. Sur les effets distributifs, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Hein, la mondialisation, c'est-à-dire l'extension de l'espace du marché, peut avoir des effets sur la distribution des revenus considérables. Hein, c'est ce que nous apprend l'histoire du 19e siècle. Alors il y a un théorème qui s'appelle Stolper-Samuelson qui nous dit ça de façon que je trouve très convaincante, mais qui est relativement abstraite. Alors il y a 15 ans, j'avais écrit un papier avec François Bourguignon, qui vient de publier un ouvrage sur les problèmes d'inégalité liés à la mondialisation, dans lequel il reprend les idées que nous avions développées, mais beaucoup d'autres. Hein, je ne dis pas que ce sont nos ouvrages, c'est le contraire. Mais je vous donne simplement quel était le titre de notre papier. C'était « Globalisation, moins d'inégalités entre les nations, plus d'inégalités au sein des nations ». Donc c'était un petit peu la conjecture qu'on faisait à ce moment-là, et il y a effectivement, tout laisse à penser que cette conjecture est devenue plus plausible dans les 15 dernières années, c'est-à-dire depuis que ce papier a été écrit. En effet, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a des pressions sur la distribution des revenus. Par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Une partie est liée aux effets mondialisation. Le fait que le bien-être, le salaire des non-qualifiés stagne. Il y a des effets mondialisation, c'est un peu plus compliqué que ça, etc. Maintenant, notre mondialisation... alors, j'ai moins d'une minute. Non, vous avez moins d'une minute, mais moi je trouve que ça peut faire une conclusion provisoire. Plus d'inégalités au sein des nations, moins d'inégalités entre les nations. Et je pense qu'il y a toutes sortes d'autres sujets sur lesquels vous pourrez revenir à l'occasion des questions. Absolument, oui. Je vais terminer là-dessus. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et je passe sans plus tarder la parole donc à Daniel Cohen, sans transition. Très bien, merci. Écoutez, je vais essayer d'enchaîner sur la base de ce que Roger a dit. D'abord, quelques observations préalables très importantes pour comprendre de quoi on parle. La mondialisation, c'est un terme générique qui couvre à minima la dynamique du commerce mondial, mais qui en réalité est beaucoup plus profond, s'associe et n'a été possible que parce que ce processus-là lui-même a été concomitant d'autres transformations qui donnent à cette mondialisation un sens, une tournure très différente de celle, par exemple, qu'on a connue au XIXe siècle et dont Roger vient de parler.
Pour le dire très vite, il y a au moins 3 points très importants qui entrent en résonance à partir des années 80 et on va dire au cours des années 80-90 et qui entrent en crise d'une certaine façon aujourd'hui et qui sont, premièrement, dans les années 80, pour le dire très simplement, une révolution financière. À partir du début des années 80, la finance, la bourse, va reprendre la main sur l'organisation des entreprises et va substituer un type de gestion des grandes entreprises, un type de gestion de type managérial, comme on dit parfois, emprunté au modèle de Ford, tel qu'il aura été développé tout au long notamment des années 50 et 60, mais qui commence en réalité dès les années 20 aux États-Unis, dans lequel les entreprises sont organisées de manière très hiérarchique, mais aussi de manière très solidaire. L'ouvrier, le contremaître, l'ingénieur, le patron appartiennent véritablement à une société où les normes de rémunération sont fixes. On peut dire presque une espèce de grande famille, très pyramidale évidemment, mais qui fonctionne à l'unisson. À partir des années 80, une révolution véritablement dans les techniques de management va se mettre en place, guidée par la bourse, qui a été le parent pauvre en réalité de toute cette transformation, entre autres parce que la crise de 1929 a disqualifié les marchés financiers comme maîtres des entreprises, comme directeurs des entreprises. À partir des années 80-90, on va assister au fond à un processus qui va totalement vider de sa substance le précédent et à l'utopie d'une entreprise qui contiendrait en son propre sein tous les étages de la société, comme je le disais, de l'ouvrier au contremaître, à l'ingénieur jusqu'au patron, va se substituer une autre vision exactement inverse dans laquelle la norme, la règle va être l'externalisation des tâches réputées inutiles, et l'utopie du capitalisme à partir du début des années 80, c'est celle, comme on dit parfois, de firmes sans entreprise, d'entreprises sans travailleurs. C'est-à-dire le rêve absolu, tel qu'il est décrit parfois dans les écoles de management, c'est vous êtes à la tête d'une entreprise sans aucun employé, sans aucun ouvrier, tout peut être externalisé, mis sur le marché grâce à des sous-traitants qui vont vous donner les services dont vous avez besoin. Et si ces sous-traitants ne vous donnent pas satisfaction, on en passera à d'autres. Bref, on va dire une dislocation partielle mais très importante de formes de coopération qui pouvaient exister auparavant au profit d'une économie beaucoup plus compétitive que par le passé. Donc ça, c'est une première couche. Gardons bien la chronologie en tête. C'est véritablement un phénomène des années 80 qui va venir à maturité dans les années 90. Deuxième révolution très importante, considérable, qui se produit à peu près au même moment, qui s'échelonne des années 80 aux années 90, plutôt la deuxième moitié des années 80 et le milieu des années 90, ce qu'on peut appeler une nouvelle révolution industrielle, la révolution des technologies de l'information et de la communication. On peut dire que c'est une troisième révolution industrielle. La première, c'est celle de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, qui allait entraîner d'immenses bouleversements tout au long du XIXe siècle. La deuxième, c'est la révolution de l'électricité, pour aller vite, du moteur à explosion, des industries chimiques, peu importe, disons l'électricité pour simplifier les choses, qui va provoquer encore une fois un bouleversement des formes d'existence des entreprises, mais aussi de la société. C'est l'époque où on va avoir non seulement l'automobile, le cinéma, la radio, la machine à laver, bon, transformation absolument considérable de l'existence pour les ouvriers comme pour les consommateurs tout au long de cette période. Cette révolution des technologies de l'information et de la communication, elle va déjà entrer en résonance avec la révolution financière dont j'ai parlé à l'instant, puisqu'elle va promouvoir, on va dire pour simplifier, l'idée d'une société qui fonctionnerait en réseau et qui donc va donner un peu de sens à cette idée qu'on peut tout externaliser. Il n'y a plus besoin de grands ensembles hiérarchiques, on peut envoyer des messages partout et donc on peut organiser totalement différemment le fonctionnement des entreprises. C'est le deuxième grand bloc. La différence, si on devait le résumer de cette manière-là, entre la révolution informatique et la révolution de l'électricité, c'est que la révolution de l'électricité, comme d'ailleurs la révolution de la machine à vapeur, c'est une révolution dans l'ordre énergétique, nouvelle source d'énergie avec la machine à vapeur, une nouvelle façon avec l'électricité de diffuser l'énergie d'un point à l'autre. La révolution de l'information, ça n'est pas une révolution énergétique, c'est une révolution qui n'a de sens qu'à partir du moment où elle change l'organisation
des choses et du travail. Ça n'est pas une source d'énergie additionnelle. Donc, c'est une révolution, en quelque sorte, de l'énergie managériale et non pas de l'énergie tout court. Donc, on voit en effet la mise en résonance de l'une et l'autre. Et puis, la troisième révolution, c'est celle dont on parle, mais qui ne se comprend bien qu'à la lumière des deux dont je viens de parler, c'est la mondialisation au sens strict, c'est-à-dire le fait que pour aller très vite, d'immenses blocs de population qui étaient encore en dehors du capitalisme mondial au milieu des années 70, la Chine, l'ex-URSS, l'Inde, eh bien, à partir de cette période, qui en réalité commence peut-être dans l'entre-deux, où se situent les années 80, entre la mort de Mao et la chute du mur de Berlin, une immense transformation se produit qui fait qu'au bout du compte, la Chine entre dans le commerce mondial, l'Inde aussi, et l'ex-URSS, en tout cas un certain nombre de ces anciens ensembles aussi, ne serait-ce que parce que certains d'entre eux vont rentrer même dans l'Union européenne. Chacune de ces trois révolutions a une origine distincte. La révolution financière, il faudrait refaire le fil de l'histoire qui va de 1929 à 1980, étudier le rôle des fonds de pension qui, aux États-Unis, dans les années 80, vont prendre beaucoup plus d'importance que par le passé, à cause en partie du vieillissement annoncé de la population. C'est une histoire singulière. La révolution industrielle des technologies de l'information et de la communication aussi. C'est une histoire technique qui fait qu'à partir des découvertes de la mécanique quantique, on a progressivement l'idée d'une informatique beaucoup plus puissante. Le premier microprocesseur d'Intel est commercialisé en 1971. C'est une histoire autonome aussi. De même, la mondialisation, si on se tient au ras des pâquerettes, c'est une autre histoire également. La mort de Mao, l'entrée de la Chine de Mao Tse-tung dans le système mondial, c'est une histoire singulière qui pourrait s'analyser indépendamment des autres. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois histoires vont se rencontrer, vont faire comme une explosion nucléaire dans les années 90 et vont donner une configuration qu'on va appeler la mondialisation, mais qui en réalité ne prend son sens que parce que ces trois facteurs mis ensemble vont fonctionner en même temps. Alors, passons au point numéro 2. Décrivons très brièvement les formes spécifiques de cette mondialisation. Analysée comme espace d'échange international, de commerce international, pour faire là, pour le coup, le lien avec ce que Roger disait à l'instant, on peut distinguer trois étapes, trois mondialisations distinctes. La mondialisation du 19e siècle, c'est, pour aller très vite, Roger l'a rappelé, des échanges de produits industriels contre des échanges de matières premières. C'est 80% du commerce se situe comme ça. D'ailleurs, l'Angleterre, grand pays libre-échangiste, vend ses produits industriels et achète des matières premières. C'est l'histoire des prix industriels et de la rente dont Roger vient de parler. Au XXe siècle, cette mondialisation s'effondre. Il y a une reprise après la Seconde Guerre mondiale du commerce, mais c'est un commerce d'une nature différente de celle du XIXe siècle. Pour aller très vite, c'est un commerce où on échange des produits industriels contre d'autres produits industriels. L'Europe, par exemple, est l'un des centres de cette renaissance du commerce mondial. On vend des Renault, on achète des Fiat ou des Volkswagen. C'est des pays proches. Dans le langage des théoriciens de cette période, les analyses par exemple de Paul Krugman, bien connues aujourd'hui, c'est de dire le commerce offre de la variété, offre plus de choix. Au lieu d'acheter que des Renault ou des Peugeot, on peut acheter des Volkswagen ou des Fiat, et pour les Italiens et les Allemands, ce sera l'inverse. Ils pourront acheter d'autres modèles. Donc là, on est dans un modèle un peu horizontal, on élargit la gamme des consommateurs. Et puis, troisième vague, la nôtre, celle dont on parle, et encore une fois, elle ne se comprend qu'à la lumière des deux autres transformations dont je parle, la mondialisation devient tout à fait autre chose. Les économistes, les spécialistes du commerce international parlent de désintégration verticale de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce qui se passe dans cette troisième mondialisation, c'est non pas un échange d'un bien contre un autre, matière première contre industriel ou industriel contre autres produits industriels, mais c'est au sein de la fabrication d'un bien une désintégration, c'est-à-dire à l'image de ce que je disais tout à l'heure et qui commence en réalité dans les années 80, avant même cette mondialisation, non pas produire un bien contre un autre, mais pour produire un bien, couper en tranches les étapes du processus de fabrication. Donc là, typiquement, on va, pour fabriquer un bien final, une Renault, eh bien, faire appel à beaucoup de sous-traitants. Certains seront sur place et d'autres seront à l'étranger. Et à ce moment-là, ils participeront au commerce international. Pour donner à propos de Renault quelques statistiques qui montrent l'importance de ce phénomène, dans les années 50-60, Renault, mais comme la plupart des autres constructeurs automobiles de cette époque, fabriquait
80% de la voiture qui était vendue au consommateur final. 80% de la valeur du produit qui était acheté, une voiture, était en réalité fabriquée par Renault lui-même. Il n'y avait que 20% qui étaient fabriqués par des sous-traitants, les pneus, les tôles, bon, vraiment la part mince de la fabrication de la voiture. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Renault ne capte à proprement parler que 20% de la valeur de la voiture qui est vendue. Les autres 80% sont fabriqués par des sous-traitants, en dehors des murs de Renault. Eh bien, le commerce mondial qui va s'épanouir à partir des années 90, c'est ça. C'est un éclatement de la fabrication aux quatre coins de la planète. Les économistes ont toutes sortes d'exemples de poupées Barbie qui fait pratiquement le tour de l'Asie avant d'arriver au destinateur final. Et pour le dire un peu très simplement, pour les pays riches eux-mêmes, donc pour les pays de l'OCDE, les États-Unis, la France et peut-être l'ensemble des autres pays européens, mais on y reviendra et il y aura certainement un suivi de cette discussion sur les questions de désindustrialisation qui sont en effet très importants. Mais disons, pour les pays riches, restons un peu en généralité ici, ce que ça va signifier ce moment, ce processus de désintégration, c'est s'assurer de garder les deux bouts de la chaîne et de vider le milieu. Les deux bouts, c'est quoi? C'est d'abord la recherche et le développement, la conception du bien. Donc chez Renault, on va dans le Technopole, qui est maintenant le plus grand site d'emploi de la firme Renault à proprement parler. On va fabriquer, pour aller vite, une voiture. La première, c'est celle où on va tester le prototype, montrer que ça marche, et après, le faire fabriquer, on s'en fiche, plein de gens peuvent le faire à la place de Renault, et ensuite, bien sûr, on prend le dernier bout de la chaîne, on va prendre la chaîne de la commercialisation, c'est-à-dire s'assurer qu'on vend bien, avec le service après-vente, etc., le produit dont veulent les consommateurs. Un modèle qui fait penser à ce nouveau type d'organisation industrielle, c'est par exemple la santé, qui est parfaitement emblématique de ce que j'appelle dans le livre que vous avez cité, le monde post-industriel. Il faut bien s'entendre, c'est très ambigu comme terme, parce qu'on continue de fabriquer des biens. Mais dans ce monde post-industriel, le secteur le plus emblématique du type de division dont je viens de parler, c'est par exemple la santé. On a une chaîne de production où on peut dire qu'il y a tout en haut des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques qui conçoivent de nouvelles molécules. Ensuite, on a au milieu les entreprises qui fabriquent ces médicaments eux-mêmes, mais ça, les Indiens le font très bien. D'ailleurs, ils sont parfaitement capables de fabriquer les mêmes produits génériques que ceux que nous concevons nous-mêmes, les Brésiliens aussi, même si on continue d'en fabriquer sur notre propre territoire, mais d'une certaine façon, ça n'a pas beaucoup d'importance et ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis ensuite, évidemment, le dernière étape, l'équivalent de la commercialisation dans le domaine de la santé, c'est le médecin qui va prescrire la gélule aux malades. Et on voit bien que dans cette re-engineering de la chaîne de santé, l'avantage comparatif, pour raisonner dans le langage de Ricardo et des théoriciens du commerce international, ce n'est pas un produit contre un autre, mais c'est un segment de la chaîne de valeur contre un autre. Pour aller très vite et conclure, et de toute façon on aura une discussion, on voit bien que ce processus, il est profondément déstabilisateur. C'est plus comme avant un secteur comme un autre, qui était déjà bien sûr profondément déstabilisateur, mais au fond, c'est de partout que peut jaillir la surprise du commerce mondial. Quoi que vous fassiez, tout d'un coup, un Indien à l'autre bout de la planète peut proposer de faire moins cher ce que vous faisiez avant, et dès que ça devient un peu routinisé, c'est le cas, et la montée aux extrêmes fait que presque fatalement, mais pour des raisons très différentes de la théorie habituelle, on rentre dans un monde beaucoup plus inégalitaire, un monde dans lequel, on va dire, les plus doués restent entre eux et les moins doués sont externalisés et renvoyés, je dis doués bien entendu avec beaucoup de guillemets, on a des agrégations, presque un mécanisme économique dans lequel ceux qui produisent le plus de valeur se retrouvent entre eux et ceux qui en produisent le moins sont sortis de la chaîne de valeur. Dans les années 50-60, les ouvriers pouvaient compter sur les ingénieurs pour être productifs. Et la chaîne de rémunération garantissait qu'ils étaient associés au progrès dans son ensemble de l'entreprise à laquelle ils appartenaient. Ça n'est plus le cas maintenant. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Bill Gates, dans les années 50 et 60, aurait été un ingénieur en chef des usines IBM, et où il aurait eu un salaire comme les autres, et ses inventions, Steve Jobs, pareil, auraient profité à tout le monde. Maintenant, ça n'est plus le cas. Il les garde pour lui, et les autres deviennent des utilisateurs de ces découvertes. Un mot de conclusion pour dire que ce processus, donc très inégalitaire, très explosif, en réalité fait que la mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui,
emprunte à, on va dire pour simplifier, à deux catégories qui se répondent souvent dans les débats. Il y a d'abord, par certains aspects, une formidable remise en question de ce qui s'est construit au cours du XXe siècle, et donc par certains aspects un retour en arrière. On voit apparaître avec la mondialisation un peu des traces du capitalisme du début du XXe siècle, du XIXe siècle, évidemment ailleurs que dans les pays les plus riches, mais aussi dans les pays les plus riches, avec un retour d'un grand prolétariat, d'une armée de réserve industrielle qui ressemble à s'y méprendre à la façon dont un Marx pouvait parler du capitalisme anglais au début du XIXe siècle. On voit aussi une nouvelle analogie avec ce qui s'est déjà passé, l'émergence de nouvelles grandes puissances, la Chine, l'Inde, qui viennent contrebalancer le pouvoir des pays occidentaux. Ça ressemble à la montée en puissance de l'Allemagne face à la France et l'Angleterre. Tout ça fait que, c'est pour ça que c'était très utile de repasser par le 19e siècle et le début du 20e siècle, on a des échos très forts de ce qui s'est passé avec les mêmes risques de désintégration, de montée des rivalités et peut-être même d'une répétition des grands conflits mondiaux qu'on a connus au début du 20e siècle sous l'effet de ces nouveaux acteurs, de ces nouvelles puissances qui viennent contester les avantages acquis. Et puis en même temps, c'est le dernier mot, on a des phénomènes complètement inédits qui ne ressemblent pas à ceux qu'on a connus et qui sont ceux en gros que votre génération va devoir régler, des problèmes écologiques nouveaux, sans précédent dans l'histoire antérieure, dès lors que les pays pauvres s'industrialisent et utilisent les mêmes techniques que nous, passent par les mêmes schémas de consommation que nous, les pays riches, alors il y a un encombrement de la planète qui est tout simplement insoutenable, qui va se traduire par des hausses des prix des matières premières, du réchauffement climatique et donc des contraintes écologiques tout à fait considérables, et puis une société de l'information planétaire qui s'est esquissée au XIXe siècle avec les grands médias de communication, mais qui a une dimension tout à fait inédite et qui donc aussi peut-être potentiellement apportera des méthodes de résolution différentes de celles qu'on a pu connaître avant. Donc, tentation du retour en arrière, des vieux problèmes classiques qui réapparaissent, et puis des questions tout à fait inédites, des techniques totalement inédites qui fait que l'histoire, au bout du compte, reste totalement ouverte. Merci beaucoup. Merci. Jean-Luc Gréau, est-ce que vous souscrivez... Souscrivez-vous à cette vision de la mondialisation? Pas tout à fait, tout en disant que Roger Gunnery et Daniel Cohen ont été parfaits. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, mais ils ont pavé le chemin à ce que je vais essayer de vous dire. Bon. Alors, première observation préalable, je viens devant vous, non pas comme une personne qui prétend vous apporter une compréhension décisive des grands tournants économiques récents que nous avons connus, non pas quelqu'un qui va vous demander de prendre une position de nature morale sur ce que nous avons connu, mais simplement comme une sorte de témoin qui vient déposer devant vous à partir de ce qu'il a cru devoir ou pouvoir observer de ces évolutions très lourdes qui remontent à environ 30 ans. Alors, la deuxième observation préalable, c'est que quand même, nous venons de vivre un épisode tumultueux que nos amis anglais et américains appellent couramment la Grande Récession, the Great Recession, terme peu utilisé en français, mais qui signifie pour l'instant deux choses. Le navire mondialisation, qui avance en majesté sur l'océan, s'est heurté à un récif. Ce premier récif, c'est la crise de la dette privée américaine, vulgairement appelée crise du subprime-rate, mais qui n'est pas que cela, et qui a entraîné le séisme financier de 2007-2008 que vous connaissez. Il vient de rencontrer un deuxième récif, une crise européenne mal définie, qui est tout à la fois une crise de la monnaie unique européenne, mais aussi une crise de la dette, à la fois de la dette privée dans certains pays et de la dette publique dans d'autres pays. Donc ce deuxième récif a également ouvert une voie d'eau dans l'un des compartiments du navire mondialisation. Je n'anticipe pas et je ne prédis pas devant vous le surgissement du troisième récif contre lequel le navire va s'échouer. Mais la grande récession devrait être, on va en parler, dans nos esprits quotidiennement. Nous nous levons, nous disons, nous connaissons la grande récession. Alors, là, l'économie s'est transformée, effectivement. Elle s'est transformée de façon spontanée. Au cours des 30 dernières années, on a dit beaucoup de choses sur les nouvelles techniques, sur les nouvelles diffusions du savoir,
sur les nouvelles organisations des entreprises. Mais cette évolution spontanée s'est accompagnée d'évolutions non spontanées dans l'ordre des relations commerciales internationales et dans l'ordre des transactions financières, de ce qu'on appelle vulgairement la sphère financière. Alors, la globalisation a été décidée sous l'impulsion, ne jamais l'oublier, d'un pays déterminant qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, flanqué de son coéquipier nommé le Royaume-Uni. Et ce sont les États-Unis de Reagan, les États-Unis de Clinton, qui ont mis en place cette mondialisation avec l'idée très simple, qui était déjà celle des Américains après-guerre, mais d'une façon différente. Nous sommes les plus puissants dans le monde. America is first. Et nous allons pouvoir, dans un espace élargi, et tout particulièrement dans un espace élargi à l'Asie, trouver une nouvelle voie d'expansion. Alors, autrement dit, en fait, alors, les Européens ont bien entendu opiné, parce que le rôle de l'Europe, c'est de dire que les choix américains sont plutôt bons. Mais l'Europe a suivi, et la conséquence est la suivante. Bon. C'est qu'en fait, on a fait un postulat, c'est que les Européens et leurs grandes colonies de peuplement, ce qu'on pourrait appeler la race blanche d'une façon un peu à connotation raciale, mais qui pourrait ne pas plaire, étaient, en toute hypothèse, supérieurs techniquement, scientifiquement, du point de vue managérial, du point de vue de l'organisation, supérieurs aux autres parties du monde, et qu'ils étaient destinés à conserver très longtemps encore cet avantage comparatif. Ce deuxième, c'est donc une supériorité intrinsèque, léguée par l'histoire, mais qui est confrontée désormais aux faits. Alors ce postulat a été accompagné d'une réactivation des théories de l'échange international. Et cher Olin a dit, Roger Gannery devant vous, on pourrait quand même rappeler les ancêtres que sont Ricardo et Adam Smith. Avec ces théories se caractérisent par un point essentiel, l'hypothèse d'immobilité de ce qu'on appelle les facteurs de production, le travail, et d'un deuxième facteur de production qu'on appelle le capital. Alors, le capital, il faut transposer, il faut l'appeler l'entreprise, c'est-à-dire l'agent qui investit productivement. Et c'est le problème que nous avons avec nous, c'est que ces théories ont été réactivées au moment où elles ne pouvaient plus s'appliquer. C'est-à-dire qu'on connaît depuis maintenant plus de 50 ans le régime de la mobilité des entreprises, autant dire le régime de la mobilité du capital. Lisez Ricardo, reprenez les phrases tout à fait éclairantes qu'il a prononcées à son époque, vers 1820, sur l'immobilité du capital. On ne peut plus raisonner en termes ricardiens. On ne peut plus raisonner non plus en termes de Heckscher et Olin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus échanger le travail de la Chine contre la terre australienne ou les gisements australiens, tout simplement en raison d'un phénomène qui répond au nom barbare de trustification. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la trustification? C'est-à-dire simplement que si vous en avez les moyens, si vos entreprises en ont les moyens, elles peuvent aller acheter directement les terres, les mines, les gisements de pétrole et de gaz, et s'emparer ainsi de la matière première qui leur apparaît indispensable, en sécurisant cet approvisionnement. Daniel Cohen a parlé d'une désintégration verticale, et nous assistons, sous l'impulsion d'un pays tout à fait exemplaire de ce point de vue, ou illustratif, la Chine, à une confiscation progressive d'un certain nombre de ressources qui se situent en Afrique, qui se situent en Australie, qui se situent même en mer du Nord, britannique. Depuis le mois de juillet, l'essentiel du pétrole de la mer du Nord britannique n'est plus anglais. Il est chinois. Il est la propriété de 2 compagnies chinoises à capitaux d'État. Donc c'est ce que j'appelle la trustification, et je m'étonne qu'on n'en parle jamais, alors que c'est un phénomène bouleversant du système économique actuel. Donc j'en termine avec ce premier aspect en disant, bon, nous avons donc eu un changement qui invalide les théories économiques qui ont justifié jusqu'ici cette expérience. Et donc il faut revenir là-dessus. Il faut essayer d'y réfléchir et d'apporter nos propres réponses, et non plus de puiser
mais chez les grands ancêtres, même les plus lucides et les plus puissants, la réponse à nos problèmes. Deuxième problème, la financiarisation. C'est un terme lapidaire et laid qu'il faut quand même utiliser. 3 points seulement. Le premier point a été évoqué déjà par Daniel Cohen, c'est le fait que les bourses se sont réactivées, les actionnaires ont repris le pouvoir. Alors le problème, c'est que ce n'est pas l'actionnaire Daniel Cohen ou Jean-Luc Gréau qui reprend le pouvoir, ce n'est pas le boursicoteur, comme on l'appelait dans le temps, ce sont des fonds de placement collectif gérés par des professionnels qui se sont constitués par étapes et qui gèrent des milliards d'euros, de dollars, des dizaines de milliards et parfois des centaines de milliards d'euros et de dollars. Et ce sont ces acteurs-là qui sont les premiers acteurs de la financiarisation, mais aussi les premiers acteurs de la globalisation commerciale. Ce sont eux qui ont demandé à ce que les frontières s'ouvrent et avec l'appui décisif d'une puissance nommée les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un nouvel épargnant qui est apparu. Deuxième aspect très important, ce qu'on appelle le corporate governance, mais hélas qu'on comprend mal et qu'on connaît mal. Le corporate governance veut dire tout simplement qu'on ne fait plus confiance aveugle au manager et qu'on installe auprès de lui des représentants du capital et qui vont essayer de le contrôler ou de le surveiller. Or, ce point a été développé au cours des dernières années, mais il aboutit à un échec relatif, en ce sens que les managers ne sont pas beaucoup mieux contrôlés qu'ils l'étaient auparavant, mais ils sont obligés en permanence de négocier leur maintien ou leur survie auprès de ces actionnaires. Il y a donc un renversement de pouvoir au sein des grandes entreprises. Troisième point, ce que j'appelle le state governance, c'est un néologisme que vous ne pardonnerez, c'est tout simplement que les États écoulent leurs dettes, leurs emprunts, auprès de grands acteurs financiers qui sont les banques, ce qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor. Et désormais, ce sont ces banques, ou ces fonds de placement, ou ces compagnies d'assurance qui détiennent l'essentiel des ressources. Madame Moati a dit tout à l'heure, mais il y a les résidents étrangers et les résidents nationaux. Mais il y a surtout ces acteurs décisifs du marché, du système de crédit et du système financier qui ont aujourd'hui le tout pouvoir sur nos dettes. Bon. Et c'est tout à fait nouveau. Voilà les 3 aspects, il y en a bien d'autres que je voulais que vous reteniez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire devant une situation aussi difficile et aussi embrouillée? D'abord, le premier point, c'est qu'il faut ne pas avoir peur, au risque d'un délit d'opinion, de dire qu'il faut réouvrir le dossier et le chantier du libre-échange et de la protection commerciale. Il faut savoir si nous pouvons continuer sur l'ère que nous avons suivie jusqu'ici. Alors, 3 idées en tête. Première idée, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme nous fonctionnons si nous n'autorisons pas la distribution de la productivité aux gens qui travaillent. Bon. Tout à l'heure, Roger Guenry a évoqué la pression qu'exerce la mondialisation sur la distribution des revenus. Elle n'a jamais été aussi intense. Bon. Il faut donc essayer d'en sortir et il faut avoir cette idée en tête au moment où nous nous posons la question du libre-échange. Deuxième point, vous ne pouvez pas demander à des partenaires commerciaux de s'asseoir à une table de négociation si vous dites « de toute façon, je suis inconditionnellement libre-échangiste ». À ce moment-là, votre partenaire vous dira « il n'y a pas de problème, continuons comme nous le faisons ». Mais si vous voulez pouvoir négocier, revendiquer un pouvoir de négociation, il faut bien accepter l'idée que nous ne sommes pas inconditionnellement libre-échangistes. Le troisième point est essentiel, et je l'évoquais déjà tout à l'heure et j'y reviens. Vous avez toute entreprise importante, même des entreprises moyennes, qui veulent accéder à un marché, peuvent le faire en s'installant sur le territoire où se situe ce marché. Nos concurrents du monde développé ou du monde émergent peuvent, à leur convenance, s'installer sur le territoire de l'Union européenne, sur le territoire français, pour y développer leur activité, leur production, leur recherche, trouver des partenaires locaux sous forme d'entreprise et aussi des partenaires locaux sous forme d'universités et d'écoles. Donc aucun obstacle ne s'y oppose. Le problème, c'est que les partenaires, et je pense surtout aux partenaires asiatiques qui le feraient,
perdrait l'avantage comparatif en termes de coût du travail de la matière grise dont ils disposent jusqu'ici en exportant depuis leur territoire à bas coût. Je demande donc en conclusion, et j'en termine avec ça, de garder en tête chaque fois, chaque jour, donc vous dites nous avons la grande récession, un grand problème, et chaque jour vous dites est-ce qu'on va ouvrir le débat sur le libre-échange et la protection commerciale. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pierre-Noël Giraud, je pense que sur ces questions à la fois de régulation et de réciprocité, je vous laisse poursuivre. Oui, comme je vais essayer de prendre l'exemple de la désindustrialisation pour à la fois, de manière à expliquer comment on en est arrivé là, enfin, à préciser, après ce qui a été dit et que je partage très largement, quelques caractéristiques de la mondialisation actuelle, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire. On va profiter de la publication récente du rapport Gallois pour commenter un peu plus concrètement sur un sujet aujourd'hui reconnu d'importance grande, voire vitale pour notre pays, la désindustrialisation, ce qu'on peut faire. Bon, alors, les prédécesseurs ont bien défini ce qu'étaient les traits marquants de la vague actuelle de mondialisation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais, moi aussi, en caricaturant, donner une idée de la différence entre les 30 glorieuses, notre âge d'or, hein, auquel on se réfère tout le temps, et puis la situation actuelle. Vous savez tous hein, qu'on appelle Fordisme cette organisation à la fois industrielle et macroéconomique qui vient de la remarque de Ford qui disait bon, si j'augmente mes ouvriers tout seul, il ne va rien se passer, mais si tous les industriels augmentent leurs ouvriers, et si je suis capable de fabriquer une voiture standardisée très bon marché, eh bien, tous les ouvriers vont être capables d'acheter la Ford T. Bon, donc c'est l'idée d'une solidarité macroéconomique que Daniel Cohen a souligné à l'intérieur de l'entreprise, mais qui existe aussi dans la nation, dans des nations relativement fermées. Augmenter les ouvriers, c'est créer une demande qui permet la consommation de masse, donc la production de masse, donc les gains de productivité. Bon. Et deuxièmement, deuxième mot, si vous voulez, à un moment donné, un président de General Motors, entre les deux guerres aux États-Unis, a été appelé comme au département du commerce, bon, donc s'occupant des affaires en particulier commerciales des États-Unis. Il y a eu audition au Sénat et quelqu'un lui demande « Monsieur, vous étiez il y a 15 jours président de General Motors, vous êtes maintenant le secrétaire d'État au commerce américain. Si les intérêts de l'Amérique viennent en contradiction avec ceux de votre ancienne entreprise, que ferez-vous ?» Il a dit « Ça n'a aucune chance de se produire. Les intérêts de General Motors sont ceux des États-Unis et réciproquement. » Voilà. Donc les intérêts des ouvriers sont ceux des patrons. Les intérêts des grandes firmes sont ceux du territoire. C'est parfait. Moi, c'est ce que je qualifiais de croissance sociale. Ça permet une croissance social-démocrate auto-centrée. Auto-centrée parce qu'on est fermé, social-démocrate parce qu'on règle le partage de la valeur ajoutée de manière à ce que les salaires croissent comme la productivité. Comme ça, ce qui est produit peut être consommé. Tout va bien. Bon. La globalisation, c'est quoi? C'est que chaque pays est scindé désormais en deux. Cette salle est ou va être scindée en deux. Comme ça, à vue de nez, 25% d'entre vous vont être dans l'économie mondiale, vont être directement en compétition avec des Allemands, mais aussi des Chinois, des Indiens, etc. C'est-à-dire vous allez contribuer dans des entreprises à la fabrication de biens et de services internationalement échangeables. Et donc, vous allez vous trouver en compétition avec d'autres, alors j'appelle ça des nomades, même si vous ne bougez pas, hein, votre emploi est un emploi nomade. C'est-à-dire que si vous perdez votre compétitivité, cet emploi va réapparaître ailleurs. Donc il y a une première partie de la population, chez nous, mais chez les Chinois c'est bien, hein, les Allemands, qui sont ce que j'appelle des nomades. Ils ont des emplois nomades et ils sont mis en compétition entre eux par des firmes globales, qui sont les grands acteurs nomades. Comme disait Daniel Cohen, aujourd'hui, une firme globale, c'est une firme qui n'a plus de rapport particulier à un territoire et qui, quand elle veut lancer un nouveau produit, ça par exemple, qui se dit, bon, bah, je le conçois en Californie, c'est marqué dessus, je vais commander une partie des composants au Japon, une partie des composants en Corée, une partie des composants en Allemagne, il y a 30% de valeur ajoutée allemande dans un iPhone,
Et puis je vais le faire monter en Chine par une entreprise taïwanaise, pas une entreprise d'État chinoise, une entreprise taïwanaise privée. Et il y a 6% de Chinois là-dedans, même s'il y a marqué « Made in China ». Hein? Bon. Donc éclatement des chaînes de valeur, mais ça signifie mise en compétition par des firmes globales de tous les nomades du monde entier, dans tous les métiers, où je mets la recherche, par qui je fais concevoir la campagne de financement, par qui je fais faire la publicité, où je fais la fabrication des composants techniques qui demandent des salles sans une poussière, etc., où je fais le montage banal, etc. Et chaque fois, je choisis. Bon. Ces firmes globales, qui apparemment règnent sur le monde, ne croyez pas que ce soit facile pour elles, parce qu'elles ont, ça a été dit aussi, Jean-Luc Gault l'a dit aussi, elles ont les fonds de pension, les fonds qui les mettent en compétition entre elles. C'est-à-dire, elles nous mettent en compétition, nous, tous les nomades, et elles sont mises en compétition entre elles férocement par les fonds qui comparent leur rentabilité. Vous êtes dans tel secteur, vous faites 0,5% de moins de rentabilité des fonds propres que votre concurrent, expliquez-nous pourquoi. Et si vos explications ne sont pas convaincantes, on se retire de chez vous, votre cours va plonger, vous êtes victime de l'OPA, etc. Bon. Voilà le monde dans lequel on est. Donc nous, là, j'ai dit 25% de nomades et 75% de quoi? De sédentaires. Ça ne veut pas dire de planqués, de gens qui ne font rien. Ça veut dire de gens qui ont des métiers et qui contribuent à fabriquer des biens et des services qui ne voyagent pas à travers les frontières. Bon. Ils peuvent être en féroce compétition entre eux. Hein. Dans une même rue, deux boulangers sont en forte compétition entre eux, c'est des sédentaires. Les entreprises de bâtiment sont des entreprises sédentaires, puisqu'on n'autorise pas les Pakistanais à venir construire des immeubles clés en main chez nous. Si on l'autorisait, le bâtiment serait un secteur nomade. C'est un secteur sédentaire, elles sont en forte compétition. Bon. Quelle solidarité y a-t-il entre les nomades et les sédentaires aujourd'hui dans un territoire? Il n'y en a plus. Les sédentaires, eux, ont un revenu qui dépend du nombre et de la richesse des nomades sur leur territoire. Si sur le territoire de la France, il y a beaucoup de nomades, par exemple dans l'industrie, et qui sont en plus très bien spécialisés, c'est-à-dire qu'ils gagnent bien leur argent comme les Allemands, s'il y a beaucoup de nomades qui se font payer très cher sur le marché mondial, ils vont commander aux sédentaires plus de biens, y compris des biens pour fabriquer leurs produits nomades, des biens locaux, du bâtiment, et donc des nomades riches et nombreux vont attirer les sédentaires. Bon, ça, c'est une liaison plutôt positive. Le seul problème, c'est que les nomades, pour être compétitifs, ont intérêt à avoir des sédentaires pauvres. Et c'est là que ça ne va plus. C'est là que la solidarité du Fordisme à l'intérieur des territoires est brisée. Pourquoi est-ce qu'un ingénieur indien qui a été formé à Stanford, qui a un PhD de Stanford, quand il rentre à Bangalore dans son pays, accepte d'être payé en dollars, au taux de change de la roupie, 2 ou 3 fois moins cher que quand il était en Californie? Donc, il est beaucoup plus compétitif. Hein. C'est un nomade, c'est le même homme. Il s'est simplement déplacé de Stanford à Bangalore. Mais il est payé 3 fois moins cher en dollars à Bangalore. Croyez-vous qu'il est plus malheureux, qu'il fait ça par nationalisme? Peut-être. Mais en vérité, avec un salaire 3 fois plus faible en dollars à Bangalore, vous vivez beaucoup mieux qu'avec un salaire 3 fois plus fort en Californie. La Porsche, votre Jaguar vous coûtera toujours la même chose. Donc elle est 3 fois plus chère en Inde. Mais le domestique, lui, il est 10 fois moins cher. Donc quand vous vivez à Bangalore, vous n'avez pas de Jaguar. Vous n'achetez pas la Tata Nano parce que ce n'est pas assez chic. Donc c'est une erreur de marketing, la Tata Nano. Il fallait faire une voiture pour les classes moyennes, pas la Volkswagen, pas encore. Mais vous payez une maison de 15 pièces, 3 domestiques, etc. Bon, donc et pourquoi? Parce que le prix des services sédentaires en Inde est très très faible. Parce que la productivité de 1 milliard d'Indiens à la campagne et dans les services informels urbains est très très faible. Donc ça vaut rien. Donc comprenez bien que pour être plus les sédentaires sont pauvres, plus les nomades sont compétitifs. Ça, c'est un vrai problème, parce que si on veut faire jouer la solidarité entre eux, si on veut justement faire des choses de politique qui permettent aux nomades d'entraîner les sédentaires, il faut aller contre leur intérêt. Alors, bon, maintenant j'en reviens à l'industrie. En France, je vous ai dit, alors il ne faut pas parler d'industrie, il faut parler de nomades, c'est-à-dire de gens qui fabriquent des biens et des services qui s'exportent. Le tourisme en est un. Mais on peut considérer que le tourisme est une industrie. Toute une série de services en feront partie.
Mais des services standardisés, en vérité, c'est une industrie. Bon, parlons donc des gens qui exportent. Bon, en France, ils sont visiblement pas assez nombreux et ils ne se font pas payer assez cher, puisqu'on a un déficit qui croît et qui concerne particulièrement les biens industriels au sens classique. Mais plus généralement, le nombre de nomades en France, c'est-à-dire non seulement les gens qui travaillent dans l'industrie manufacturière, mais les paysans qui exportent, etc., les services exportés, ça représentait 24% de la main-d'œuvre, c'est pour ça que je vous ai dit un quart tout à l'heure, 24% de l'emploi en 91. Aujourd'hui, c'est 15%. Mais en Allemagne, les nomades, ça représentait 32% de la main-d'œuvre en 91 et c'est 21% aujourd'hui. En valeur relative, la chute est la même. Perte d'un tiers en moins de 10 ans des nomades et donc augmentation d'autant des sédentaires. Donc nous sommes dans une situation où les nomades sont moins en moins nombreux en France comme en Allemagne, et les sédentaires de plus en plus nombreux. La seule différence, c'est que les sédentaires allemands ont vu leur, enfin les nomades allemands, ont vu leur salaire moyen par rapport aux sédentaires passer de 114 à 159% dans la période, alors que les nomades français gagnaient moins que les sédentaires français, 83% du salaire moyen des sédentaires, et ont réussi à les rattraper. Ça veut dire quoi? C'est que les nomades allemands sont, un, plus nombreux, et deux, se vendent beaucoup mieux à l'étranger, sont plus chers. Et donc, d'ailleurs, remarquez-le bien, que les inégalités augmentent en Allemagne. L'écart entre les salaires du secteur qui exporte en Allemagne, les nomades, et le salaire domestique, sédentaire, s'est fortement accru, tout ce dont personne ne parle. Bon. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas forcément important. Bon. Alors, néanmoins, vous voyez qu'il y a une différence entre la France et l'Allemagne. Alors, on va se concentrer là-dessus. Et notre problème de désindustrialisation, c'est pas un hasard si on se compare systématiquement à l'Allemagne. Il a d'abord une dimension de comparaison avec l'Allemagne. Bon. Alors, comment on va s'en sortir pour augmenter en France le nombre des nomades et leur prix? Depuis Lisbonne, on dit, bon, ben, c'est pas compliqué, hein, nous, on est intelligents, on n'a pas de pétrole et on a des idées, donc nous, on va faire de la conception de la voiture, on va faire du Hermès et du Vuitton, donc high-tech, industrie high-tech, aéronautique, pharmacie, électronique, tout ça en garde, l'automobile, on se pose des questions, et puis industrie de marque. Mais high-tech plus marque, c'est combien de l'emploi industriel en France? C'est quel pourcentage de l'emploi industriel? C'est 16%. 12% de l'emploi industriel, 18% de la valeur ajoutée. 8% de l'emploi industriel en France, c'est dans aéronautique, pharmacie, électronique, etc. Et 4%, c'est Vuitton, Hermès et le champagne, hein, tout ça. Tout ce sont les produits du terroir qui sont tout aussi intéressants à exporter hein, que des automobiles. Il ne faut pas négliger du tout ça. Mais vous voyez, on ne combattra pas la disparition de ce qui est considéré comme fragile, à savoir 40% des emplois industriels dans l'automobile, le textile, la petite mécanique, etc., uniquement avec des emplois high-tech et de marque. Parce que vous n'allez pas faire passer 12% à 12 plus 40 qu'il faut remplacer à 52%. Le reste de l'industrie étant de l'industrie qui ne bouge pas beaucoup, comme le ciment, la fourniture d'électricité, la fourniture d'eau, vous voyez, ça c'est local. Il faut que je me dépêche. Donc, premièrement, écartons l'illusion, on est tellement intelligents qu'on va vivre avec l'intelligence et la mode. Non, il nous faut de l'industrie, de la vraie, la fabrication, le montage automatisé, etc. Deuxièmement, il n'y a pas que l'industrie. Vous avez compris que si votre économie sédentaire, qui représente 75% des emplois, devient elle-même plus dynamique, si elle arrive à produire des biens et des services qui se substituent aux biens et services nomades, si au lieu de prendre votre pizza surgelée, les pieds sur la table, avachie devant votre télévision, vous voyez un film américain que vous avez acheté en pay-per-view, vous allez au restaurant, ensuite vous allez au théâtre, vous allez substituer une consommation de biens nomades par une consommation de biens sédentaires. Bon, ça ne se commande pas, il faut que les biens sédentaires soient plus séduisants. Immense chantier. Comment faire? Ce pauvre Attali avait essayé de s'y mettre, hein, en introduisant un peu de compétition dans les secteurs de biens sédentaires. Immense chantier. Comment faire pour accroître la productivité de ce qui représente aujourd'hui plus de 75% des emplois? Bon.
Voilà, donc ça c'est, disons, les voies qu'il faut emprunter pour se sortir de cette situation. Plus de nomades, mieux payés, donc plus qualifiés, et puis aussi une plus grande efficacité de l'économie sédentaire. Alors, pour ce qui est des nomades, ces nomades particuliers qui perdent du terrain et qui sont dans l'industrie aujourd'hui. Rapport Gallois, qu'est-ce que dit le rapport Gallois? Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il dit des choses que tout le monde sait, voilà, depuis longtemps. Il y a une dimension conjoncturelle dans le rapport Gallois qui dit qu'il faut faire un choc. C'est vrai que les marges sont très faibles dans l'industrie aujourd'hui, donc elle ne peut pas investir, elle ne peut pas monter en qualité, c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse, mais il paraît qu'elles sont en fait faibles partout, les marges, c'est pas spécialement dans l'industrie. Et puis, pour le reste, monter en qualité, faire comme les Allemands, c'est-à-dire en industrie française, les diagnostics, il a été fait 100 fois. On est dans des secteurs, des produits où il y a une compétition par les prix, donc on est en compétition avec les pays à bas salaire, alors que les Allemands, eux, s'échappent à ça par une qualité toujours meilleure, un service après-vente, etc., etc. Montons en qualité. Comment ? On a des problèmes de formation, on a des problèmes de passage de la recherche-développement à l'innovation dans l'industrie, on a des problèmes de structure, on a de très grands groupes, beaucoup de toutes petites industries. On n'a pas le Mittelstand allemand, qui sont des industries assez importantes pour pouvoir innover, etc., mais pas néanmoins des grands groupes. Et donc on a un problème de financement des entreprises moyennes et de transition, en particulier patrimoniale des entreprises moyennes. Et on a un problème de dialogue social. Les Allemands passent leur temps à discuter avec des syndicats puissants. Mais écoutez, ça fait 30 ans que j'entends ça, moi. Ce diagnostic est fait depuis 30 ans. On est trop spécialisé sur des produits où la compétition passe par les prix et non pas par la qualité, et ça s'explique par ce que je vous ai dit. Formation, recherche, dialogue social et structure industrielle. Rien de nouveau. Bon. C'est pour ça que je poserai la question finale. Comment se fait-il que quand tout le monde est d'accord, enfin les économistes et une bonne partie du public, sur ce qu'il faut faire, on ne le fait pas? Bon. Alors, cela dit, ça, c'est balayé devant notre porte. C'est le rapport gallois. Mais on ne peut pas ne pas considérer, et je termine là-dessus, que nous avons aussi un problème au niveau européen. Bon, il est même encore plus important. Il faut savoir que les écarts à l'intérieur de l'Europe sont nettement plus importants que les écarts à l'intérieur des États-Unis. Que nous voulons faire un espace économique de l'Europe homogène, mais nous partons d'une situation d'inégalité faramineuse. Hein, le coût de l'ouvrier, le coût total de l'ouvrier dans l'automobile en Roumanie, c'est 18. Au Maroc, c'est 14. En Corée, c'est 57. Et en France, c'est 100. Donc nous avons, si vous voulez, à l'intérieur de l'Europe, des zones à bas salaire dont les écarts avec nous sont beaucoup plus importants que l'Asie. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher de fabriquer une voiture en Roumanie qu'en Chine. Bon. Donc ce n'est pas la Chine, l'automobile. L'automobile, c'est un problème intérieur européen intégralement. La perte de nos emplois industriels dans l'automobile vient simplement d'un déplacement des emplois en Europe. Alors là, nous avons un problème. Il est bien évident qu'il faut que ces pays nous rattrapent, sinon nous ne ferons pas l'Europe. Mais est-ce qu'ils doivent nous rattraper avec des mouvements sauvages des emplois industriels comme ça se passe en ce moment, ou est-ce que ça doit être plus ordonné comme, paraît-il, savent le faire les Allemands? Nous avons un vrai problème européen de politique industrielle, de localisation de l'industrie. Deuxièmement, il est clair que les Allemands nous ont roulés dans la farine. Je veux dire, dès qu'il y a eu l'euro, ils ont commencé à baisser leur salaire réel pour accroître leur compétitivité, donc pour exporter à l'égard du reste de l'Europe. Après, on s'étonne que la dette augmente dans le reste de l'Europe. Mais vous savez bien, quand un pays importe plus qu'il n'exporte, ce cas de la Grèce, sa dette augmente, que ce soit la dette privée ou publique, il y a forcément une des dettes qui augmente. Donc aujourd'hui, les Allemands sont un peu malvenus de s'étonner de l'endettement public en Europe, alors qu'eux, ils en ont bénéficié par des exportations positives, à solde positif à l'égard de l'Europe. Donc là, il y a un deuxième problème européen, c'est qu'on ne se fait plus concurrence par la monnaie, mais il ne faut pas se faire concurrence par la déflation salariale. Sinon, on va dans le mur. Bon. Donc, réduction des inégalités à l'intérieur de l'Europe, très importante. Question de la compétition salariale à l'intérieur de l'Europe, voilà des questions qui sont cruciales pour l'industrie en France, même si, je l'ai dit, nous avons d'abord balayé devant notre porte et traité tous les problèmes que j'ai évoqués. Puis enfin, il y a un troisième niveau, là je suis d'accord avec Jean-Luc Gréau, la Chine et l'Inde sont des pays que nous devons traiter comme des égaux. C'est très dur pour nous, parce qu'on s'imagine en effet qu'on est meilleur qu'eux. Mais eux pensent qu'on a eu une petite parenthèse de 2 siècles où on a été en effet un peu en avance sur le plan technique. Souvenez-vous du mot de Gandhi,
Que pensez-vous de la civilisation occidentale? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ce serait une bonne idée. Bon. Donc, nous parlons à des gens qui n'ont aucun complexe et qui n'ont aucune raison d'en avoir. Donc, bon, ils nous rattrapent. Il faut les considérer d'ores et déjà comme des égaux. Donc, il faut leur dire, chers amis, nous avons investi chez vous et vous nous avez demandé de fabriquer les biens que nous vendions sur le marché intérieur chinois. Aujourd'hui, quand on vend un Airbus en Chine, il faut le fabriquer à 40 ou 60% en Chine. Alors, on leur dit, écoutez, très bien. Bienvenue aux marchandises chinoises, mais surtout, bienvenue aux investissements chinois. Venez produire vos voitures chez nous. On les accepte à bras ouverts. Venez nous vendre vos avions, qui sont des copies de la 320, mais qui coûtent 4 fois moins cher. Mais venez les faire. On fait les Airbus à 60% chez vous. Ben venez faire vos avions à 60% chez nous. Et ainsi de suite. Bon, c'est caricatural. Les moyens traditionnels du protectionnisme ne sont plus applicables. Parce que ça rime à quoi de mettre une taxe sur un iPhone? Les Allemands, s'ils mettent une taxe sur un iPhone, ils se tirent une balle dans le pied, puisqu'il y a 30% d'Allemands dans l'iPhone. Bon. Donc ça n'a plus de sens. En revanche, on peut très bien envisager, dans des négociations globales, avec des États qui sont des États mercantilistes, comme ça est dit, tous les fonds d'investissement chinois sont contrôlés par l'État, discuter des investissements des Chinois en Europe, de comment les Chinois vont venir produire chez nous ce qu'ils veulent nous vendre, etc., etc. Donc 3 niveaux, on balaye devant sa porte et on règle ce problème de compétitivité. Malgré tout, ne nous faisons pas rouler en Europe. Les règles du jeu en Europe ne conviennent pas aujourd'hui. Et troisièmement, il faut aussi quand même un peu renégocier les règles du jeu avec les grands émergents. J'ai pris les Chinois, ce serait pareil avec les Indiens ou les Brésiliens. Voilà. Merci, merci beaucoup. Bon. On a énormément pris de retard. Je crois que là, on a à la fois eu des éléments de compréhension, la complexité de la situation, et puis quelques esquisses de pistes. Un micro circule dans la salle. Si vous avez des questions concernant soit ça... Oui, monsieur, j'ai une question donc ici. Attendez qu'on vous apporte un micro. Ici. Le monsieur ici. Ah, attendez, monsieur, vous n'avez pas de micro, c'est le monsieur là qui va poser sa question. Non, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Vous aurez la parole après. Est-ce que ça marche? Ça marche? Oui, simplement, merci, c'est super, c'est lumineux pour tous. Les politiques dans tout ça, c'est-à-dire vous avez parlé des mécaniques, les forces, et les politiciens, les politiques, est-ce qu'ils ont encore un pouvoir dans tout ça? Merci de cette question. Je vous propose comme on a très peu de temps, c'est une excellente question et je pense qu'on y reviendra. Je ne voudrais pas frustrer le monsieur énervé là-bas de la parole. Oui, je suis choqué que vous mettiez sur le même vocable mondialisation ou libre-échange que les échanges qui se faisaient avant le 19e siècle. Avant le 19e siècle, c'était l'époque de la traite des Noirs, de l'esclavage. D'accord? La quasi-totalité de la planète appartenait à quelques pays européens. Comment pouvez-vous parler de mondialisation pour cette époque-là? Il y a quelques individus, pendant plusieurs siècles, qui se sont forgés des fortunes immenses et qui ont dominé le monde. Quelques individus seulement. Alors moi, parler de mondialisation pour tous ces siècles-là, parler de libre-échange pour tous ces siècles-là, où on a humilié les peuples, où on a profité de leurs biens, où on a puisé leurs richesses, eh bien non, je ne suis pas du tout d'accord. Ok, merci. Non, mais c'est intéressant. On prend une troisième question? Oui, ici. Là. Oui. Oui, vous avez parlé du rapport gallois. Il est très important, il contient beaucoup de bonnes choses, en effet. Il dit notamment, à propos de la dépense publique en France, oui, il faut le dire, et je souhaiterais que vous l'analysiez, que vous nous en parliez davantage. On va peut-être rester... Eh bien, la dépense publique en France représente 56%, 57% du PIB. En Allemagne, c'est 46%, 10 points de moins.
Alors le rapport de M. Gallois préconise en effet une baisse importante de la dépense publique, plutôt qu'une augmentation des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement? Est-ce que vous pouvez pas l'analyser et nous donner les facteurs qui concourent en effet à cette importante augmentation de dépenses publiques en France, notamment depuis quelques années, depuis une dizaine d'années? Ok. Je vous propose qu'on essaye de traiter rapidement ces 3 questions-là et qu'on ait une deuxième salve ensuite. Donc, la question des politiques me paraît fondamentale. Bon, la question de la mondialisation dans les siècles passés, si vous avez envie d'y réagir. Et enfin, si vous pensez que c'est lié au sujet, la question du niveau de dépenses publiques en France. Qui veut réagir d'abord? Je vais dire un mot sur les politiques. Ah non, Pierre-Noël Géraud, vous n'avez pas le droit, oui. Désolé. Non, non. Droit. Pourquoi il n'a pas le droit, le malheureux? Parce qu'il a trop parlé déjà. Ah bon? Ah non, bon non, la désapprobation générale. Mais je veux bien dire à ta place les choses que tu voulais dire, si tu voulais. Non, sur la question des politiques, par rapport à cette question de la mondialisation, parce que sinon, si on devait rentrer en effet dans l'autre dimension, le rapport des politiques à soi-même, c'est-à-dire aux dépenses publiques, à la part sédentaire dont parlait Pierre-Noël, ce serait sans doute différent, même certainement différent. Mais pour nous, en France, la question politique de la mondialisation, nous l'avons mise dans une autre catégorie qui s'appelle l'Europe. C'est-à-dire que nous avons pensé que l'Europe était la façon pour nous, Français, nous, Européens, de gérer la mondialisation, au motif que tout seuls, nous sommes trop petits pour peser dans les rapports de force internationaux et qu'il faut un échelon supérieur, l'Europe, pour discuter avec les Chinois, les Américains, etc. D'une certaine façon, ça fonctionne. L'Europe, à l'OMC, pèse d'un grand poids, puisque c'est en réalité le plus grand marché du monde aujourd'hui, devant les États-Unis, si on compte l'Europe à 27. Mais une fois qu'on a dit ça, et je reprends ce que disait Jean-Luc Gréau, nous sommes dans une crise qui est en réalité une crise de l'Europe. La crise des subprimes a produit toutes sortes d'effets considérable à l'échelle du monde. Le commerce mondial a baissé de 20%. Bon. Mais aujourd'hui, la crise mondiale, c'est une crise de l'Europe. C'est l'Europe le maillon faible de l'économie mondiale. Pourquoi? Pour ces questions-là, politiques. C'est-à-dire qu'on découvre au moment de la crise que les Européens ont beaucoup de mal à penser comme un tout articulé. Ce que disait Pierre-Noël sur la désintégration des liens de solidarité entre les nomades et les sédentaires, la tragédie européenne, c'est qu'il n'y a même pas de solidarité entre les nomades européens entre eux. Et ce qu'on découvre, c'est la stupéfaction de cette crise. C'est qu'après plus de 50 ans, 60 ans d'intégration économique européenne, la cause européenne, au moment de la crise, au moment de faire jouer des mécanismes qui s'élèvent, qui se hissent au-dessus de la crise de chacun, ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre sur une chose, j'ai envie de dire, simplissime, qui est de créer une union bancaire avec un superviseur qui fasse que les grands établissements financiers passent sous la même réglementation. C'est pourtant l'évidence. On crée une union monétaire, si on ne crée pas une union bancaire qui vérifie que la monnaie créée tout en haut par la Banque centrale soit bien distribuée tout en bas par des banques qui appartiennent au même espace financier, on aura construit sur du sable. Cette chose-là est extrêmement difficile. Vu aujourd'hui, à l'aune de la crise européenne, pour un Allemand, un Grec n'est pas un Européen qui serait un frère d'infortune frappé par une crise qui serait de même nature. C'est un voyou. C'est quelqu'un, c'est la cigale et la fourmi. C'est la cigale qui n'a pas été capable de préparer la crise. Et même chose par rapport aux Espagnols. Donc oui, cette question politique, c'est un point d'interrogation. Ce n'est pas une réponse. Pour ce qui est de la mondialisation, pour nous, je crois, fondamentalement, elle dépend de la façon dont l'Europe va évoluer. Or, on est au milieu du gué. Soit l'Europe arrive à évoluer
en réponse notamment à cette crise financière, cette crise de la dette souveraine, cette crise bancaire, soit en effet, elle est menacée de désintégration. Et à ce moment-là, le problème politique se posera dans des termes complètement différents. Alors quand on regarde la colonne du pour et du contre, le contre, c'est toute la crise de 2009 à aujourd'hui. Aucun mécanisme n'a été mis en place qui évite une crise totalement mineure du point de vue financier, la crise de la dette souveraine grecque, de se transformer en une crise majeure où tout le monde est contaminé. Ça, c'est le contre. Les mécanismes de solidarité politique, c'est le contre. Le fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun pilote dans l'avion de la macroéconomie européenne et qu'on se retrouve tous, comme dans les années 30, à s'engager dans une purge salariale pour faire moins cher que le voisin, en sachant que quand tout le monde aura fait ça, du point de vue mondial, ça voudra juste dire que l'euro va prendre 10 ou 20% qui correspondra à notre propre déflation salariale. Donc on est en effet dans une logique absurde où les Européens entre eux s'imposent une purge qui, pour les Européens dans leur ensemble, sera totalement inutile. Puisque en termes de coût salarial, si c'est ça dont on parle, on est dans un régime de change flottant qui, de toute manière, annule, neutralise les différentiels de salaire en moyenne. Donc on est aujourd'hui confronté à des forces qui, au sein de l'Europe, nous éloignent les uns des autres. Et donc, oui, la question politique pour la mondialisation, c'est l'Europe. Pour la mondialisation, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais arrêter sur la façon dont, en notre propre sein, la France, nous pensons ces mêmes mécanismes. La sécurité sociale, l'État central, les collectivités locales, c'est toutes sortes de choses qui doivent être réarticulées. C'est un autre dossier qui n'est pas celui de la mondialisation, mais qui, pour le coup, en effet, je trouve les catégories de Pierre Noël tout à fait excellentes, nous ramènent à ce que c'est que la France aujourd'hui, quel type de solidarité elle est encore capable de provoquer entre ces classes sociales, ces territoires, et même des catégories simples comme les fonctionnaires d'un côté, les salariés du privé de l'autre. Ça, c'est les grandes questions qui attendent le débat politique français, en fait, aujourd'hui. Merci. Je crois que Roger Guenry voulait réagir. Oui, moi, je voulais réagir sur plusieurs plans. Je suis d'accord avec Daniel Cohen que le problème de l'Europe est important. Je crois quand même qu'il est assez orthogonal au problème des problèmes qu'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire des effets de la mondialisation sur ce qui va se passer dans nos sociétés. Alors, il y avait... La première chose, c'est que vous avez dit que Chéroli n'est plus valable, évidemment. Alors, on peut essayer de décliner un petit peu les peurs, les craintes et les espoirs que l'on a avec la mondialisation, toujours avec Chéroli. Première chose avec Chéroli, qu'on disait la mondialisation... Peut-être plutôt sur les politiques, non? Je suis sur les politiques, oui. Exactement. Sur le problème avec Chéroli, la première chose, c'était... le commerce, l'extension du commerce sur les biens, ce qui s'est passé au XIXe siècle, fantastique convergence des prix sur tous les marchés, va conduire à l'égalisation du prix des facteurs. Crainte considérable, parce que si c'est vrai dans notre mondialisation, et comme on l'a dit, notre mondialisation est assez différente, il y a des mécanismes différents, je ne vais pas revenir, j'avais prévu d'en parler, je n'ai pas exactement la même analyse, mais d'une analyse voisine, mais donc nos salaires seront-ils fixés à Pékin? Réponse, et que Chéroli, non. Parce qu'au bout d'un certain temps, on arrive à la spécialisation. On ne va pas jusqu'au bout de l'égalisation du prix des facteurs, on arrive à la spécialisation. Alors là, on se dit, très bon, à nous la spécialisation dans les technologies de pointe, et puis les Chinois feront les biens manufacturés de base. Le problème, ça ne marche pas. Ça, c'est très rassurant, mais ça ne marche pas, pour des raisons qui ont été expliquées. Alors ensuite, ceci ne marchant pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors la question n'est pas évidente, mais alors là on vient à la politique. On vient à la politique au point qui a été évoqué. Est-ce qu'il y a... il faut mettre le libre-échange en débat. Alors la plupart des gens sont tout à fait opposés à ce qu'on mette le libre-échange en débat, mais est-ce que c'est possible? Ça se demande aux politiques, parce que les politiques ils ne peuvent pas faire de choses s'il n'y a pas une certaine maîtrise intellectuelle de ce qu'on veut faire. Alors, est-ce qu'on peut trouver des protections mutuellement avantageuses? C'est ça la question aujourd'hui. Alors, il faut regarder pour ça, il faut essayer de voir. Il y a deux points. Le premier, c'est ce que pensent les gens qui sont dans les pays en développement, nos interlocuteurs. Alors, il faut bien comprendre que les intellectuels des pays en développement ont répudié le marxisme auquel ils avaient adhéré au moment de la lutte anticoloniale et qui sont aujourd'hui convertis à des versions du libre-échange parce qu'ils pensent qu'ils font partie des gagnants.
C'est variable. Maintenant, c'est assez variable. Il y a un point, à chaque fois que je vais en Inde et que je discute avec mes collègues économistes, hein, qui sont très sensibles aux dégâts que fait la mondialisation dans un certain nombre de leurs secteurs, à la manière dont ça se produit, et qu'on leur parle de protection mutuellement avantageuse, ils sont non seulement réceptifs, mais voire enthousiastes. Le problème, c'est comment définir. Le premier problème, si je vais en Inde et je dis la même chose, j'ai pas beaucoup de succès. Si je vais en Chine et je dis la même chose, j'ai pas beaucoup de succès. Et deuxième problème, c'est quoi des protections mutuellement avantageuses? Et là, on se tourne vers les économistes qui, au XIXe siècle, n'avaient pas compris la mondialisation, qui, à mon avis, je m'autoflagelle, ne la comprennent pas beaucoup mieux aujourd'hui. Et les économistes, ben, ils disent pas grand-chose parce qu'ils ont développé le savoir dans des directions assez étroites. L'entreprise monde, d'ailleurs, qui est un sujet très important, dont on a parlé, hein, et puis dans d'autres directions. Et il y a un savoir exactement, on trouve exactement le même problème qu'on a trouvé dans vis-à-vis de la crise financière, un savoir balkanisé et un peu tétanisé par le genre de tsunami libéral qu'il y a eu après la chute du mur de Berlin et qui empêche de penser de façon critique. Et donc, si on lève ces obstacles, c'est-à-dire que le jour où les intellectuels, les économistes auront été capables de définir quelque chose qui soit des propositions constructives pour limiter les effets négatifs de la mondialisation là où ils se produisent, les politiques pourront avancer. Oui, alors je vais aller vite. Alors, Daniel Cohen a dit que nous sommes l'épicentre de la crise mondiale actuellement. C'est hélas vrai. J'ajoute que nous donnons une mauvaise image de l'Europe au reste du monde. Alors, une information d'initié, si je peux dire, une délégation du Parti communiste chinois a fait la tournée des popotes cet été, en août et en septembre, pour recueillir des informations sur l'évolution de la crise européenne. Ils ont identifié un problème très lourd et ils ont peur. Alors, la Chine a eu peur il y a 4 ans, parce qu'ils ont vu, bien avant tout le monde, la crise qui allait s'installer en Occident, la récession que nous avons connue. Alors, ils ont pris des mesures d'ajustement conjoncturel, ils ont investi massivement sous la conduite de l'État. Mais maintenant, ils ont peur à nouveau, ils ont peur à cause de cette crise européenne. Bon. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un défaut de l'organisation européenne qui est trahi par cette crise. Bon. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a indiqué quelque chose qui, moi, me frappe depuis quelques années. L'Angleterre d'abord, la France ensuite, l'Espagne enfin, ont créé le modèle de l'État-nation moderne, successivement. Il y a 9, 10 siècles, 8 siècles. C'est ce modèle que nous avons créé qui a ensuite été développé en Europe, puis en Amérique du Nord. Ce modèle est aujourd'hui adopté par presque tous les pays dans le monde. La Chine est un État-nation, l'Inde aussi, la Turquie, la Russie. Il n'est pas exclu que les pays arabo-musulmans, si complexes et si contradictoires, le deviennent à leur tour. Bon. Or, pendant ce même temps, et alors que les États-Unis en particulier, et l'Angleterre aussi d'ailleurs, restent un État-nation au sens classique, l'Europe s'est éloignée de ce modèle, a essayé de construire quelque chose d'original, de nouveau, c'est-à-dire un espace dit intégré, dont on ne parvient pas à mesurer le degré de cohérence et de cohésion. Et il se révèle tout particulièrement à l'occasion de cette crise, différentes personnes en ont parlé avant moi. Alors, je crois une chose essentielle, c'est que les politiques, en particulier les politiques français, sous-estiment leur pouvoir d'action et d'influence. Ils pensent que les leviers du pouvoir leur échappent et qu'ils sont voués à attendre que des circonstances favorables remplacent les circonstances défavorables que nous connaissons. Donc, autrement dit, ils ne creusent pas la question de savoir à quelles conditions ils peuvent retrouver une action politique digne de ce nom. Alors, c'est ça le problème de fond des politiques. Merci. Et alors, peut-être, faites-nous un pas de plus. Ben oui, mais vous avez des éléments de réponse. Si la récession européenne s'accentue et s'approfondit, nous ne pourrons pas ne pas avoir à la fois de très lourdes répercussions financières dans notre système bancaire et aussi des répercussions sociales qui commencent à apparaître, bien sûr, dans les pays du Sud, mais qui peuvent très bien gagner d'autres pays situés plus au nord. Alors, il faudra sans doute que nos politiques activent leurs neurones. Merci. Je voudrais pas...
veux dire un mot. Je suis d'accord, hein, on s'est engagé avec l'Europe dans quelque chose qui, à mon avis, il fallait faire. Moi, je suis profondément européen, mais qui nous prive d'un État central fort et qui nous oblige à négocier longuement la moindre de nos avancées sur le plan de la négociation internationale, alors qu'il y a de plus en plus de problèmes qui doivent se régler par une négociation mondiale. Bon. On n'a pas parlé du climat, mais il y a aussi ça. Donc il faut... Je veux dire, les trois niveaux sont vraiment pertinents, mais il faut voir que les choses se sont déplacées du niveau purement national vers le niveau européen et vers le niveau mondial, les deux. Bon, il y a des questions où la seule voie est de se mettre d'accord avec les Chinois, les Indiens, etc. Par exemple, alors, l'industrie aujourd'hui dans le monde, elle est très mal répartie. Il n'y en a pas en Afrique, mais c'est dramatique. Il faut ça commence, hein, mais il va falloir que l'Afrique s'industrialise très très vite. 900 millions d'habitants de plus en 2050, pas en Afrique. Il y en a 1,3 milliard de plus dans les villes africaines. 900 millions d'habitants de plus dans les villes en 40 ans de l'autre côté de la Méditerranée. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut qu'ils s'industrialisent. Donc il n'y a pas assez d'industrie en Afrique. Il n'y en a plus assez en Europe. On vient d'en parler. Je ne dirais pas qu'il y en a trop en Chine, c'est idiot. Je dis en Chine, elle est trop extravertie. Et les Chinois sont d'accord. Ils cherchent les moyens et les réformes intérieures pour la recentrer. Bon, alors, on voit là qu'il y a une solution coopérative qui serait une redistribution de l'industrie mondiale. Nous, on garde les chaînes de valeur dont on sait que dans 20 ans, les Chinois seront plus compétitifs dedans, et donc on aurait bien tort de les détruire. Parce que quand vous détruisez en France l'industrie manufacturière, vous détruisez l'école des arts et métiers et tout son système, vous détruisez la formation qui produit des techniciens. Ne croyez pas qu'on va reconstituer ça quand de nouveau on s'apercevra que notre territoire peut accueillir des nomades de ce type. Bon. Donc vous voyez bien, là on a une série de questions qui sont... et on peut y parvenir sans protectionnisme. Il suffit de convaincre les Chinois de réévaluer le yuan, de recentrer leur économie en donnant du pouvoir d'achat à leurs immenses masses. Et à ce moment-là, très naturellement, ils exporteront moins, ce qui n'est plus vraiment un problème énorme pour nous dans beaucoup de secteurs. Mais surtout, ils importeront plus. Et puis, ils vont aller placer leurs énormes épargnes chez nous de façon productive. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant. Bon. Mais c'est à ce niveau-là. Le niveau européen, j'y reviendrai pas, parce que c'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est là où vraiment le bas blesse, parce qu'on ne va pas discuter avec les Chinois comme ça, les Français d'un côté, les Allemands de l'autre. Vous voyez, il faut qu'on se mette d'accord. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses à faire en balayant devant notre porte, quand même. Hein. Tout ne va pas pour le mieux à l'intérieur de notre petit territoire. Là, c'est vrai que les gouvernements ont tendance à dire « mondialisation, l'Europe, je ne peux rien faire, tout se règle à Bruxelles et nos salaires sont réglés à Pékin ». Non. Et là se pose la question, dans l'industrie, je suis fasciné, moi. Le rapport gallois, moi, j'étais un peu dans les groupes de réflexion, mais on n'a rien trouvé de nouveau, je vous assure. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'a dit Gallois, on le sait depuis 20 ans, alors pourquoi on ne le fait pas? Et pourtant, ça, c'est français, hein, la formation, le financement des PME, le rôle des collectivités, ça, c'est vraiment notre problème. Ce n'est pas la peine d'accuser Berlin ou Moscou ou Pékin, mais on ne le fait pas. Donc moi, les politiques publiques, ça me pose un grand problème, c'est que je constate que ça bloque. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va rester sur ce mot de la fin, pessimiste et sceptique? J'en ai peur parce qu'on m'a vraiment demandé de libérer la salle absolument à l'heure. Il est 29, donc je regrette beaucoup, on n'aura pas d'autres questions. Merci à tous nos intervenants pour leurs brillantes interventions. Merci de votre attention. J'espère que ce débat vous aura intéressé. À plus tard.